Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je ne sais pas si l'historien a du crédit, mais c'est justement à lui que je voudrais m'adresser. Je suis là. Je suis ni dépressive ni pessimiste. Simplement, avec les événements récents, la politique, les attentats, et la crise que nous vivons, il y a actuellement quand même une stigmatisation d'une population musulmane en France. Et ma question était, quel est le risque de guerre civile actuellement en France? Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Alors, je pensais que c'était une question d'économie. N'est-ce pas, Monsieur Anezzo? Non, mais enfin, justement, comme c'est de la matière noire, c'est toujours là. La guerre civile n'a jamais totalement disparu, elle est toujours là. Maintenant, on peut espérer qu'on arrive à l'euphémiser encore. Voilà. C'est une réponse disons, d'optimiste modéré. Voilà. Mais bon, j'ai pas l'impression bon, je ne vais pas développer parce que je sens qu'on va partir très loin. Mais disons que l'idée est toujours là. Maintenant, on peut espérer qu'elle ne passe pas à l'acte. Voilà. Ma question est la suivante à l'économiste. On parle de crise depuis 20 ans et pour moi la crise c'est un moment particulier, précis, une césure à un moment donné. Voilà. Pourquoi parle-t-on toujours de crise? C'est une question pour qui, madame? Pour Anezzo. Pour moi, je crois. Merci. C'est les Français qui parlent de crise. Dans le monde, en ce moment, on n'est pas en crise économique. Donc, les crises, il y a des crises économiques qui sont des ralentissements économiques. Il y en a eu entre 2008 et 2012. Il y a des crises financières, 2008-2012 aussi, 99-2002. Enfin, il y a des périodes de crise économique, des périodes de crise financière du point de vue mondial qui arrivent de façon régulière, tous les cycliques, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Les Français, eux, disent on est en crise depuis 30 ans. Mais c'est donc bien que ce n'est pas une crise. C'est que c'est un problème fondamental d'adaptation au changement du monde et de la vie. Ça, ce n'est pas une crise. Bonjour, Emmanuelle Cardozo, sage-femme enseignante. C'est une question pour Monsieur Prochian. J'ai été très intéressée par votre phrase sur la nature, quand vous avez évoqué un retour à la nature, comme si existait la nature. Je suis là. En dehors de la présence de l'homme sur Terre, il y a bien une évolution des espèces, et vous placez l'homme comme une des espèces peuplant la Terre. Alors comment appelez-vous cette réalité? Si vous ne la nommez pas nature, comment la nommez-vous? Et deuxième question, est-ce que reconnaître la place d'une certaine forme d'imprévu, telles que les catastrophes naturelles par exemple, ce n'est pas reconnaître justement la place de la nature? Bonne question. Très bonne question. Prenez. Ça marche pas, vous voyez, la nature. Non. Bien entendu que nous sommes des animaux. Donc nous sommes le fruit, le résultat temporaire de l'évolution des espèces. Et de cette façon, bien entendu, nous nous inscrivons dans la nature. Mais il y a eu un accident. Un accident, c'était cet agrandissement inconsidéré et tout à fait inattendu d'une partie du cortex frontal qui a fait que nous sommes devenus anature par nature, si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes sortis de la nature en ce cas-là de plus naturel. C'est-à-dire que l'homme est anature par nature. C'est-à-dire qu'il a pris une position par la nature qui est à la fois de dehors-dedans. Et dehors-dedans parce que, comme nous le voyons avec la problématique du réchauffement climatique, par exemple, nous avons sur l'évolution du biotope une influence absolument déterminante.
hein. Et si vous promenez aujourd'hui dans ce que l'on appelle la nature, on se rend bien compte que c'est une nature qui est entièrement humanisée, c'est-à-dire qu'elle est entièrement modifiée par la technique. La moindre vache est déjà le résultat des années et des années de sélection, non pas naturelle, bien entendu, mais de sélection en but de produire des vaches qui font plus de lait, des bœufs qui font plus de viande. Il y a toutes sortes d'ailleurs de formes de sélection. Donc, oui, on peut dire que globalement, c'est la nature, nous avec dedans, mais nous avons dans son déroulement et dans son évolution une implication qui est extraordinairement humaine, hein. Donc ça, on ne peut pas l'éviter. Et si vous voulez, ce que j'ai voulu dire quand je veux dire la nature, ce que je veux dire, c'est que la nature, la vraie nature, c'est pas un parc de loisirs, hein. Si vous allez dans l'état de nature, si j'ose dire, vous promenez dans une forêt vierge, il en reste quelques-unes encore du côté de l'Amérique du Sud, vous n'en sortirez pas très rapidement, vous serez immédiatement éliminé par des animaux bien mieux adaptés que vous à cet environnement. Donc oui, nous sommes dans la nature, mais en même temps, nous ne sommes pas dans la nature. C'est ce que j'ai aussi écrit une fois sur le thème « Être et ne pas être un animal ». Voilà. Nous sommes des animaux, mais en même temps, nous ne sommes pas des animaux comme les autres à cause de cet accident de la nature qui est cette expansion extraordinaire. C'est 900 cm3 de trop, hein. Ceux qui font les poètes, les assassins, les suicidés, les savants. Enfin, tout ça, quoi. Encore une question, je crois. Oui, c'est une question encore. On a encore un tout petit moment pour une dernière question. Oui, Isabelle Gauthier, psychiatre, pas encore riche, mais bon, ça viendra, merci. Vous êtes tellement éblouissant que c'est très difficile de vous interroger. Néanmoins, je me suis demandé s'il y avait vraiment des causes indépendantes. Parce que finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une incarnation avec la science des mythes ancestraux? Anubis, c'était le premier robot tourné vers la mort. Le Minotaure, c'était les chimères, etc. On est dans le monde des chimères et de la robotique. Est-ce que c'est vraiment inquiétant? Est-ce que c'est vraiment des mariages contre nature? Ou est-ce que c'est finalement une intelligence essentielle qui va nous développer ailleurs et autrement? Je suis désolé, c'est à moi que vous vous adressiez? À qui voulez-vous parler? À tous. Je suis assez gourmande de nature. Donc à Étienne, je pense. Non. J'aime monsieur Discours. Non mais, je me demande si c'est pas une invitation à une phrase de conclusion. Mais en fait, il y a une notion qu'on a, je ne sais pas si elle a été introduite ici en biologie, qui est la notion d'anthropocène, que vous avez dû entendre les uns et les autres. L'idée qu'au fond, à partir d'un certain moment, l'empreinte humaine est devenue telle qu'elle change même la nature de la nature. Et donc, peut-être la notion, pour vous répondre, madame, la notion d'écosystème est un moyen de parler autrement de la nature, dans les interrelations que ça suppose. Moi, je suis fasciné par l'idée que, et c'est vrai que j'avais envie de poser la question à Prochance, l'idée de l'intelligence artificielle, et dans quelle mesure elle peut nous aider à résoudre l'imprévu. Mais visiblement, l'économiste n'en était pas convaincu. Donc je ne sais pas si Alain Prochance a une autre idée là-dessus. Oui, l'intelligence artificielle n'a rien d'artificiel. Elle est le prolongement de notre cerveau, c'est-à-dire comme le marteau est le prolongement du bras, ou comme le vélo est le prolongement de la jambe. L'espèce humaine, justement, toute naturelle soit-elle par le fait qu'elle est le produit d'une évolution des espèces qui n'avaient pas la finalité de créer l'humain, hein, c'est arrivé comme ça, hein. Ce n'était pas prévu, si j'ose dire. Eh bien, cette espèce ne conçoit sa survie que par le développement des artefacts.
il était impossible à Sapiens de passer par tous les goulots d'étranglement par lesquels il est passé au cours des 300 derniers 1000 ans sans cette intelligence technique qui fait partie de la culture humaine. Je viens de dire 2-3 mots d'exposé un petit peu bref peut-être tout à l'heure. Nous étions 10 000, hein, et autour de nous, c'était des lions, des tigres, des serpents, une nature, une vraie nature en l'occurrence. Pas du tout apprivoisée ou je dirais domestiquée par l'homme. Et donc, sans la technique et sans des organisations sociales un petit peu particulières, eh bien, jamais cette espèce n'aurait pu survivre. C'est une espèce tout à fait improbable. Donc oui, je pense que les outils techniques, l'ordinateur comme le reste, sont des outils qui sont le développement et le développement de notre, je dirais un prolongement de notre corps, des artefacts qui sont très puissants et puis qui modifient notre emprise sur nous-mêmes, notre emprise aussi sur la nature. L'Anthropocène, oui, c'est... J'aime bien, moi, cette idée d'Anthropocène, c'est-à-dire qu'on vit une époque géologique qui est très marquée par l'emprise humaine, mais je ne lui mettrai pas de caractère négatif, comme je l'entends parfois dans certains de mes collègues qui s'inquiètent du cartésianisme humain. Je pense que je suis toujours du côté des maîtres et possesseurs de la nature. Et je pense que si nous voulons survivre, il faudra nous rendre encore plus maîtres et encore plus possesseurs de la nature, sinon nous disparaîtrons plus vite que prévu. Mais nous disparaîtrons de toute façon, ça c'est une certitude. Dernière question. Il y a madame, dernière question, je crois, avant la pause. Vous m'entendez? Oui. Oui. Nathalie Simon, ma question s'adresse plutôt à Monsieur Hanezeau. Vous avez parlé de la tendance actuelle qui était de créer des sociétés qui ne soient pas trop grosses, des animaux pas trop gros avec des disjoncteurs, mais on assiste à la création d'énormes entreprises comme Google, Amazon, etc., qui sont plus riches que les États, peut-être plus puissantes que les États. Quelles sont leurs intentions et quelle est notre place à nous, citoyens, avec ces entreprises? À qui s'adresse la question? C'est le propre d'une économie de... Ça marche encore, oui. C'est le propre de l'économie de l'information et des nouvelles technologies que d'être une économie de coûts fixes qui a cet énorme inconvénient, mais en dehors du secteur financier, surtout d'ailleurs, de voir apparaître des monopoles naturels qui ont un effet pour probablement la première fois de l'histoire, des sortes de monopoles privés qui accumulent des quantités de cash qui, là aussi, probablement pour la première fois dans l'histoire, ont un impact macroéconomique. Parce que c'est une épargne qui ne s'investit pas, ne se dépense pas, et ça doit quelque part avoir un effet récessif. Alors, sur le plan global, sur le plan global, des excès d'épargne localisés dans quelques endroits de ce type qui ne s'investit pas, c'est récessif. Des inégalités extrêmes, c'est récessif. Enfin, on sait quand même un peu les choses qui accélèrent ou qui ralentissent l'économie. Ce que ça va être, quelles sont leurs intentions? Ça, je ne sais pas. C'est don't do evil. Hein, c'est ça qu'ils disent. Don't do evil. Nous, ils veulent faire le bien. Donc, on va croire leurs intentions, mais on va croire encore plus. Et puis, ils nous apportent un service aussi. Hein, et on va croire leurs intentions, mais on va quand même croire encore plus à avoir deux espérances. D'abord, il y a une loi économique assez constante qui est que quand quelqu'un a trop d'argent, il le perd. Bon. Donc, on peut espérer que ça leur arrive. Et ensuite, il y en a une autre qui est que des gens qui maîtrisent une technologie donnée à un moment donné sont dépassés, ne sont pas ceux qui inventent la technologie suivante.
en général, parce qu'ils sont prisonniers de la précédente. Et donc, déjà, Google était le concurrent de Microsoft, Facebook est le concurrent de Google. On aura d'autres acteurs demain qui permettront de recréer une concurrence, on peut espérer, à travers la technologie. Juste une dernière question. Allez-y, parlez. Vas-y, je t'entendrai, là, je répéterai. Oui. Tu te places du côté des cartésiens, dans le clan des cartésiens. Tu nous dis l'Anthropocène aura un avenir heureux, ce que tu n'as cessé de démontrer pendant toute ta présentation. Et en même temps, tu nous dis 900 cm3 de trop. Je ne comprends plus. De trop par rapport à... C'est-à-dire qu'il y a une loi empirique. Hein. Un cerveau, ça sert essentiellement à bouger. C'est-à-dire un cerveau, c'est pour ça que les plantes n'ont pas de cerveau, tout leur arrive par les airs, le sexe, la nourriture, ou par le sol, les plantes, le soleil, tout ça. Bon. Les animaux, pour trouver de la nourriture, pour fuir un prédateur, sont obligés de bouger, et ils bougent en fonction de ce que l'information qui vient par les yeux, par l'odeur, par les oreilles, leur donne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rapport extrêmement important entre la taille du corps et le volume du cerveau, qui a une sorte de complexification de l'arc sensorimoteur. Et donc cette loi de proportionnalité chez les primates, elle est assez claire, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre la taille du cerveau, ou plutôt la surface du cortex, et celle du corps, hein, sensorimoteur. Et si on appliquait cette loi à l'espèce humaine, elle aurait un cerveau d'environ 500, 400, 500 cm3, vu la taille de Sapiens, qui est quand même moins grande qu'un gorille. Or, justement, nous avons 3 fois plus de matière cérébrale que ça, et ce sont des régions corticales qui sont dévouées à des fonctions qui sont des fonctions, on dirait, plus associatives, c'est-à-dire plus cognitives. Ça, je comprends bien, mais c'est la question de la finalité que je pose. Il n'y a pas de finalité là-dedans. C'est arrivé, c'est ce que j'appelle l'accident, c'est-à-dire à nature par nature. C'est arrivé, on ne sait pas très bien d'ailleurs comment c'est arrivé. C'est-à-dire que les scientifiques ne savent pas encore à la suite de quelle série de mutations cette chose-là a pu se produire. En même temps que le bipédisme, en même temps que la néoténie humaine, en même temps que toutes sortes de caractères qui sont très 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 spécifiques de notre espèce, qui est une espèce extraordinairement particulière. Et là, c'est probablement des mutations, on peut s'en réjouir, on peut s'en attrister. Elles nous ont mises dans la clairière, et il n'y a pas de marche arrière, et il faut assumer ce destin unique de Sapiens. Ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas des animaux, bien entendu. C'est là que c'est intéressant de penser ça, être et ne pas être un animal. Mais ça nous met dans une position très particulière par rapport au reste de la nature, si j'ose dire. Parce que nous sommes dedans, tout en étant un peu dehors. Voilà. Eh oui, ben ça, c'est difficile de réfléchir. Oui. Je crois que Jean-François Toussaint a posé la question parce qu'il est très très grand. Bien. C'est pour ça qu'il a un gros cerveau. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, on...